maintenant, je vais introduire le troisième intervenant, le professeur Léonard Matala-Sala. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais passer le protocole compte tenu du temps et laisser juste les doyens qui étaient là, qui ne le voient plus, et puis chez l'Ardel. J'ai vu que l'Ardel, on a étudié ensemble à Nancy et que les doyens a étudié aussi à Nancy, donc ça fait beaucoup plaisir de les trouver ici. Alors, mon intervention porte donc ici sur j'essaie de comparer les deux triangles qu'on a ici, Afrique, Europe et France, versus le triangle Chine, Russie et Afrique, pour que les Africains, nous puissions choisir le modèle de partenariat que nous voulons. Alors, pour aller vite, vous verrez dans la version papier, voilà la structure de mon intervention. D'un côté, on a donc ce que j'appelle un partenariat historique, France-Union européenne-Afrique, et puis de l'autre, on a un partenariat qui est pragmatique, on l'a vu, on l'a entendu depuis ce matin, Chine, Russie et Afrique. Donc, essayons de voir d'où viennent ces partenariats, quelles sont leurs spécificités pour que nous puissions, si nous en avons envie, choisir quel est le modèle du partenariat que nous voulons. Le premier, donc, le partenariat Union européenne, France et puis Afrique, c'est un partenariat qui date, pour aller un peu plus loin, avant l'époque coloniale. C'est une coopération qui était ancienne, mais qui a vraiment pris corps ce jour ici, au moment dans les années 50, lorsque l'idée est venue, notamment des grandes puissances, de pouvoir favoriser le développement des États qu'on appelait les États tiers, et plusieurs initiatives ici ont vu le jour. En 1948, vous avez ici le Colonial Development Corporation, pour l'Union européenne, le Fonds européen de développement, les Américains avec l'Act for International Development, et puis le plan Marshall qui a aidé les Européens à pouvoir se sortir de la Seconde Guerre mondiale avec une coordination de l'OCDE, comme on dit aujourd'hui. Ça s'est un peu formalisé au moment de la conférence de Bandung, quand certains États ont voulu dire nous, on ne veut pas choisir entre la gauche et la droite, on va rester nous-mêmes. Et donc, ce partenariat-là, ce premier triangle, quelles sont ses caractéristiques? Pour moi, c'est un partenariat qui a une base solide, il y a des textes qui sont suivis ici, mais dans la pratique, on l'a un peu entendu depuis ce matin, il a quelques carences, quelques reproches qu'on lui fait. Une base solide, pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, l'Europe a mis en place, dès l'accession des États africains, au moment où on a créé la communauté économique européenne, les traités de Rome, Abdel, je crois, avait dit tout à l'heure, l'article 131-136, et puis aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union, met en place une politique commerciale qui a obligé les Européens à dire nous, on veut avoir des relations spécifiques, essentiellement commerciales, avec ces États du Sud, et donc on a accédé ici en 1957 à ce que j'appelle l'association octroyée. Les Européens ont octroyé cette association à leurs colonies. Au moment où ces colonies vont accéder progressivement aux indépendances, on passe d'une association octroyée à une association négociée avec les accords de Yaoundé, parce que les anciennes puissances coloniales veulent partager les financements de l'assistance à leurs anciennes colonies. Vient la crise pétrolière et le nouvel ordre économique mondial, et les États décident de passer cette fois-ci aux conventions de Lomé en 75, 1, 2, 3, 4. Et la même année, ces États-là, du côté africain en tout cas, décident de créer le groupe ACP. Vous avez sa composition ici. Donc après les accords de Lomé jusqu'en 2000, il y a une nouvelle volonté de changement. On va passer à une convention, cette fois-ci, véritablement négociée. C'est l'accord de Cotonou, qui a été signé pour 20 ans. Volonté de changement, mais on verra, on l'a un peu tous vu, il y a quelques carences quand même ici. Et aujourd'hui, pour mettre un terme à cette volonté de changement venu avec Cotonou, les États ont signé en 2021 un nouvel accord entre l'Organisation des États ACP et l'Union européenne, qui est censé remplacer l'accord de Cotonou. Mais au moment où je vous parle, cet accord n'est pas encore signé officiellement. Il était bloqué du côté européen, d'abord par la Hongrie qui a fait du chantage, maintenant c'est la Pologne qui fait du chantage sur la répartition du blé russe. Donc, il n'est pas encore entré en vigueur, ça fait 2 ans qu'on a parlé. Donc, quels sont les principes de cet accord? La base solide, c'est essentiellement, donc ici, l'article 2 de Cotonou qui dit que cette coopération-là a de principe d'égalité de partenaires,
participation des acteurs, dialogue, respect des engagements, différenciation, régionalisation, stratégie conjointe Union africaine et Union européenne, avec 9 valeurs que vous avez ici, sachant que les deux continents et la géographie, je pense qu'ici vous savez très bien, on est à Tanger, on voit l'Europe de l'autre côté, on est liés par l'histoire, la culture, la géographie et normalement un avenir commun entre nous. Ça c'est donc le premier partenariat, mais ce triangle a aussi des lacunes, beaucoup de lacunes, puisqu'on n'a pas atteint les résultats qui étaient escomptés ici. Quand on regarde les textes, l'Europe voulait aider l'Afrique à se développer, à rentrer dans l'économie internationale. Est-ce qu'on y est parvenu? Pas alors. On n'est pas parvenu. Pourquoi? Plusieurs raisons. Rapidement, il y a, de mon point de vue, une carence de dispositifs de contrôle effectif ici, notamment ce qu'on a appelé dans le cadre du Cotonou, l'article 96, qui était censé sanctionner un des États qui ne respectait pas ce qu'ils appelaient les éléments essentiels. Vous avez ici quelques États dans lesquels on a activé cet accord-là, et si vous les regardez aujourd'hui, ces États ne sont pas devenus plus démocratiques que ça. Donc ça ne marche pas. Deuxièmement, Abdel l'avait dit aussi, une des carences majeures ici, c'est le fait que l'Union européenne met en place différents mécanismes de financement, à côté du financement bilatéraux qui sont donnés par les États. Et troisième chose, le plus important pour moi, il n'y a pas de réelle volonté politique des partenaires, que ce soit européens ou africains. J'ai dit ici pour les uns et les autres, comment faire pour que cet accord qu'on a signé et qu'on proclame dans les plans sommaires se mette en pratique? Ben, les États ne veulent pas. Donc ça pose vraiment des difficultés. Mais malgré ces carences-là, pour moi, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, et ces partenariats, je pense que c'est vous, ces partenariats, il est historique et il a quand même des bases qui sont solides et il faudrait qu'on puisse l'encourager, le maintenir, quitte à le modifier à l'intérieur. Deuxième triangle, Chine, Russie, Afrique. Là aussi, les relations sont anciennes. Les Chinois sont arrivés en Afrique sur la côte somalienne et kenyane avec l'amiral Zenghi au XVe siècle. Après un repli, ils sont revenus en 1955. La Russie a eu des liens avec l'Afrique, notamment durant la guerre froide. La Chine et la Russie ensemble ont soutenu beaucoup de mouvements anti-occidentaux. Aujourd'hui, les deux puissances sont revenues en Afrique et mettent en avant ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial polycentrique. Quelle est la caractéristique de ce deuxième partenariat? Il n'y a pas, on l'a dit, donc je vais aller vite ici, pas de passé colonial. Par conséquent, ici vous avez Zhou Enlai, l'ancien ministre chinois, qui disait déjà en 1956, qu'est-ce que nous, Chinois, nous voulons faire? Notre but, c'est de favoriser le développement économique de nos partenaires africains. On ne veut pas utiliser les prétextes pour interférer et contrôler un pays. Et Deng Xiaoping, qui est vraiment le père de cette intervention de la Chine, a dit on va tout faire calmement, on ne va pas revendiquer des leadership, faisons tout pour maintenir un profil bas. C'est exactement comme ça qu'ils avancent aujourd'hui. Les Russes, de leur côté, Evgeny Primakov a dit ici qu'on veut revenir en Afrique en mettant en place ce qu'il appelle le multivectorisme. Le premier sommet Afrique-Russie a eu lieu à Sochi, on en a fait allusion ici. Il y a plusieurs diplomates et officiels russes qui sont venus dans les États africains, les plus importants ici, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola. Et on a vu l'invasion ukrainienne qui a amené beaucoup de difficultés ici pour nous les Africains. J'entendais encore hier le président sud-africain qui donnait son point de vue sur l'essai de négociations qu'ils ont voulu entamer pour mettre fin à ceci. Donc ces deux partenaires-là ont quelques principes, mais sans beaucoup dire comme les Européens ici. D'accord, il y a l'égalité des partenaires, des bénéfices mutuels, mais surtout, on l'a dit, ils n'imposent pas la fameuse conditionnalité européenne. On ne va pas vous dire de devenir démocrate, on ne va pas regarder sur vos droits humains, etc. Nous voulons faire des affaires, c'est tout. Donc ils sont pragmatiques, pas de conditionnalité. Et Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, le juge de la ici, quand il dit lorsque je vais construire une autoroute qui a 5 km avec la Banque mondiale ou le FMI, on va discuter. Quand je veux voir les Chinois, ils viennent, on signe et on construit. Ça, c'est quelque chose de plus important qui fait que beaucoup d'États africains, sans regarder, sont tombés dans les bras des Russes et des Chinois. La Chine dit ici, moi je vais vous faire signer des contrats de ressources contre l'infrastructure. Il l'a fait avec l'Union africaine, on l'a dit tout à l'heure. Même en construisant des choses qui ne marchent pas, par exemple les chemins de fer nigérians qui est déficitaire ici. Les Russes disent la même chose ici. Et je souligne, la Chine est la première puissance diplomatique en Afrique. Elle a le plus d'ambassades et de représentations diplomatiques dans tous les 54 États africains. Avec une première base militaire qui est ouverte ici. On a parlé des armes ici. Pour la Russie, c'est le principal fournisseur d'armes parmi tous les États africains.
On a la présence des différents médias, des différentes compagnies chinoises et russes dans les États africains. On l'a déjà dit ici, pour l'année 2022, 282 milliards de dollars pour les échanges entre la Chine et l'Europe. Pour finir, il me reste à peine une minute, si on essaie de voir tous ces deux partenariats ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse choisir celui que l'Afrique veut pour aller en 2063, puisque tous les États ont signé. Les Chinois et les Russes ont, comme ils disent, pas de passé colonial, ils imposent des choses ici aux Africains. Les Européens ont un partenariat qui est juridique, qui a un socle précis, mais avec des frustrations et des défiances. Je souligne ici le fait que beaucoup d'États africains, je crois que c'est le doyen qui l'a dit, sont incapables de rembourser les dettes chinoises. Et la Chine utilise ce qu'on appelle le concept de la guerre de 5 jours. On va gagner la guerre sans la faire. On vous a fait signer des contrats, vous ne les respectez pas, on vient vous dire et vous payez. Ça, c'est très dangereux. Deuxième chose que je soumets à votre réflexion, quel est le modèle de partenariat que les jeunes Africains, c'est quand même notre avenir, quel est le modèle de partenariat auquel ils rêvent pour le continent? Opposer ce modèle-là à celui que nos dirigeants rêvent d'avoir. Beaucoup de dirigeants, surtout en Afrique subsaharienne, rêvent du modèle russe, du modèle chinois. Ils veulent tous modifier les constitutions, rester au pouvoir le plus longtemps possible. L'Afrique doit ici choisir quel est son intérêt, définir ses priorités, se battre pour les défendre elle-même, en se donnant le moyen de défendre ses propres intérêts. N'est pas attendre tout le temps que les autres viennent nous dire ici. Et pour ça, il est important pour moi qu'on puisse, nous les Africains, avoir des valeurs qui sont dans tous les textes possibles, mais qu'on n'applique pas. Il faut qu'on puisse cultiver ce que j'appelle la culture de la responsabilité. Je suis élu, je suis maire, mon mandat est de 5 ans, mais de temps en temps, je vais retourner voir ceux qui m'ont voté pour les... Je vous avais promis ça, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, pourquoi. Et surtout, la reddition des comptes. On n'a pas cette culture de reddition des comptes. C'est pour ça que le chef chez nous, je suis chef, j'ai raison. Si vous ne m'écoutez pas, vous êtes contre moi. Ça tue la vie. Il faut qu'on change cette histoire-là. Donc, je m'arrête là avant que la présidente m'interrompe. Merci beaucoup.